de cette table ronde, c'est la mise en abîme des récits de soi et des récits collectifs. Et personnellement, je suis aussi entrée dans les nouveaux récits, dans ce que j'appelle les nouveaux récits, quand je me suis posé la question de ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est Thomas Danzbourg, la question de l'intériorité citoyenne. C'est-à-dire qu'au lieu, finalement, d'être dans des récits auxquels je participais avant, qui étaient les « il faut que yaka », il faut faire ci pour changer le monde, etc., et qui, dans le fond, j'ai réalisé, grâce aux attentats, engendrer de la violence, en fait. C'est-à-dire que quand il y a eu les attentats, moi, à l'époque, j'étais journaliste de Solutions, j'étais persuadée que je changeais le monde. Et puis, il y a ces fameux attentats, et je me rends compte que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Ce qui pourrait nous faire dire qu'on n'a pas changé le monde, mais qu'on est le monde qui change, en fait. Exactement, et que le monde dans lequel on est, finalement, on l'a quelque part un peu engendré. Et donc là, j'ai une grosse claque. C'est un peu un trauma. Je me dis, mais mince, en fait, finalement, j'ai tout faux. J'ai peut-être moi aussi un ayatollah intérieur. Et même si je suis persuadée que je fais bien les choses, en fait, malgré moi, j'engendre de la violence à travers mes certitudes. Et donc, je suis peut-être une conne vaincue, enfin, avec mes convictions. Et donc, je m'inscris un peu avec ce sentiment d'impuissance pour reconnecter à ma puissance. Je m'inscris à des cours de communication non violente auprès de Thomas Danzbourg, qui donc est le chantre de l'intériorité citoyenne, en me disant, tiens, je vais aller vers le connais-toi toi-même. Je vais essayer de m'explorer d'abord moi, me connaître pour peut-être connaître l'univers à travers moi. Et donc, je vais explorer mes émotions pour justement, au lieu d'imposer un récit tout fait, je vais essayer de le rayonner. Je vais essayer de rayonner et d'incarner ce changement que je veux voir dans le monde. En tout cas, autant que faire se peut. Et donc, c'est comme ça que je cesse d'être journaliste pour devenir auteur, en étant dans un récit qui est dans le je. Et si je dis ça, c'est parce que tu parles beaucoup du « je suis ». Et dans le fond, t'écouter, c'est faire un voyage. J'ai souvent quand même beaucoup d'images du film Matrix quand tu parles, parce que d'abord dans le fameux film Matrix, il y a quand même cette allusion au connais-toi toi-même, à l'interrogation de quelle est notre vision du monde, quel est le réel, what's real, et voilà. Enfin, j'en dis pas plus. En tout cas, voilà, c'est un voyage. On quitte le passé et avec Florence Quentin pour faire presque un voyage dans le futur qui est conditionné par notre présent avec toi. Ouais. Je pense pas qu'on quitte le passé, parce que c'est pas du passé, en fait, je trouve, ce qui a été énoncé. C'est toujours là, sauf que, en fait, il est peut-être temps de l'activer et peut-être de l'actualiser un petit peu. Y a pas, malheureusement, je suis arrivée que 30 minutes avant la fin de votre intervention, mais déjà tout ce que j'ai entendu m'amène à me dire qu'on n'est pas là dans quelque chose qui est de l'ordre de la temporalité. Ce sont des niveaux d'énergie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les Égyptiens avaient accès à cette connaissance, je dirais, finalement, de l'énergie de la matière, et qu'aujourd'hui, en fait, depuis quand même un siècle, les découvertes en physique nous ont amenés à revisiter effectivement cette relation à l'énergie et à la matière. Mais on n'a pas actualisé du tout, on n'a pas converti notre regard. On n'est pas justement, on a laissé de côté tout cet enseignement, en fait, toute cette tradition. On s'en est éloigné effectivement. Je pense que le siècle des Lumières ne nous a pas aidés sur cette dimension, en fait, de l'être en tant qu'être spirituel. Parce que je pense qu'à un certain niveau de la physique et de la connaissance, on bascule forcément dans la métaphysique et dans le spirituel. Déjà, la question de se demander qu'est-ce qui gouverne le vide en moi, c'est déjà une question, effectivement, qui pourrait avoir déjà un premier aspect avec une réponse issue de la physique. Et en même temps, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qui gouverne le vide en moi ? Et à partir de là, on peut en arriver, donc je vous donne la réponse
quelque part, c'est vos choix, en fait. Et parce qu'en fait, on comprend aussi que les lois qui nous gouvernent, en fait, ce sont des lois beaucoup plus connectées à ce qui nous habite. C'est-à-dire, ah oui, pardon. En fait, ce qui nous habite, ce sont des cellules, et ce qui fabrique les cellules, ce sont des molécules. Et effectivement, ce qui va faire que toutes ces lois qui nous gouvernent à l'intérieur ne sont pas des lois qui sont régulées par les lois newtoniennes, mais par la physique quantique. Et forcément, ça va amener des conséquences incroyables en termes de potentialité, en termes de libre arbitre, en termes de choix. Alors, Pascale, avant d'ouvrir la boîte de Pandore, oui. Donc déjà, parce que tu es vraiment quelqu'un de particulier, voire d'extraordinaire, en tout cas c'est comme ça que... Oui. Parce que tu as inventé, si on peut dire, la psychobiologie quantique. Oui. En fait, j'ai fait des passerelles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en fait, très rapidement, pour qu'on sache qui tu es? En fait, la recherche, c'était d'arriver à trouver des passerelles entre le psychisme, la biologie et la physique. En particulier la physique quantique, parce que c'est elle qui va réguler et qui va effectivement modeler tout ce qui est de l'aspect moléculaire. Et comme ce sont des cellules, comme je vous dis, qui sont les plus petites unités de conscience qui nous habitent, qui nous guident, on pourrait même le dire, forcément ces cellules sont constituées de molécules. Et à partir de là, en fait, ce qui se passe en nous, c'est tellement de l'ordre de la rapidité, de la fulgurance, que ça n'obéit absolument pas aux lois newtoniennes. Alors, les physiciens disent qu'effectivement, les lois de la physique quantique ne peuvent pas s'appliquer à notre échelle, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas agissantes à notre échelle. Et donc, en tout cas, moi, ce que j'ai compris de la physique quantique, c'est que finalement, une réalité existe à partir du moment où elle est observée, mais pas que. Oui. Alors déjà, il y a ce point de vue, mais il y a surtout ce qu'on peut se poser sur cette question, qu'est-ce que la matière? Et la matière, en fait, c'est beaucoup plus un comportement qu'une substance. La matière, finalement, c'est beaucoup plus aussi, finalement, de l'espace qui cherche à prendre forme. Donc on n'est plus sur un modèle d'objet, mais quelque chose qui nous met en relation. Et ça aussi, c'est important. Alors ça, c'est un petit peu, là, je suis en train effectivement d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est presque des conclusions, ce que je vous donne là. Mais ce qu'il faut bien déjà peut-être voir, c'est quels sont les modèles qui, jusqu'à présent, ont bâti nos systèmes de croyances, mais surtout sur les fondamentaux. Donc, il faut savoir que les modèles scientifiques, et particulièrement en physique, vont quand même régler nos modes de vie. Et on va voir qu'aujourd'hui, on est encore toujours sur l'ancien modèle, l'ancien paradigme newtonien, darwinien, qui fait que finalement, on est sur un mouvement rectiligne uniforme. Et on va voir les conséquences que ça peut avoir sur la construction de nos images internes. C'est ce qui va faire qu'on va être dans la résistance, dans la lutte, dans le fait tant qu'on n'a pas un accident, si je puis dire, c'est-à-dire quelque chose qui va être une sorte de choc, eh bien, en fait, on est toujours plus ou moins sur le même mouvement, dans une forme d'inertie qui fait que s'il n'y a pas quelque chose d'extérieur à moi, alors déjà, je n'ai pas prise dessus, eh bien, j'ai pas prise, en fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on a préparé cette interview, effectivement, tu as insisté sur le fait que aujourd'hui, ce qui conditionne notre vision du monde est donc façonné par donc cet héritage newtonien, darwinien, qui est donc basé sur la rupture, la séparation... rupture et la saturation. Et la survie. Alors, on vit actuellement dans une matrice qui est connectée à la survie. Ça, en particulier, parce que c'est un petit peu plus complexe, c'est Darwin. Maintenant, il s'avère qu'avec les lois newtoniennes, ce qu'on est obligé de vivre, c'est que pour changer d'état, en fait, il faut passer soit par une saturation, soit par une rupture. En fait, une crise. Ça veut dire par là que... alors pourquoi la saturation, pourquoi la rupture? La saturation, on va dire, c'est plutôt un modèle chimique. À savoir que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, quand vous faisiez peut-être des petits essais avec une solution basique, une solution acide, vous preniez un compte-gouttes, vous aviez une solution basique, puis du goutte à goutte,
du goutte à goutte, et tout d'un coup, avec la dernière goutte, saturation, la solution devenait acide. Eh bien, en fait, ça, c'est le ras-le-bol, si vous voulez. C'est-à-dire que dans nos vies, pour pouvoir changer quelque chose, il faut arriver jusqu'au fait que finalement, on est sous l'eau, ou qu'on en a jusque-là, et qu'on est complètement saturé de quelque chose, d'une expérience, d'une relation. En tout cas, c'est ce fameux ras-le-bol. Et puis, il y a la deuxième version, mais qui est similaire, qui est la rupture. Tant et si bien que dans le langage actuel, on parle depuis même très longtemps, on parle de rupture. Rupture de contrat, rupture amoureuse. En fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se casse, que la matière se casse pour qu'elle puisse changer d'état, se transformer, ou au contraire, il faut qu'elle soit complètement saturée d'un milieu qui ne lui convient pas la plupart du temps pour arriver à changer de direction. Et ça, effectivement, c'est toujours, et c'est actuel, regardez un petit peu ce qui se passe autour de nous, on est effectivement actuellement en saturation de beaucoup de choses et en rupture de beaucoup de choses. Alors, c'est à la fois plutôt bon signe, mais en même temps, je pense qu'il serait peut-être temps de voir qu'il y a une autre façon de pouvoir appréhender le changement d'état. Et en même temps, ce qui est curieux, c'est que même si ça fait quand même plus d'un siècle qu'un nouveau regard sur la réalité, sur la matière s'est mis en place, existe, mais en tant qu'être humain, nous ne nous sommes pas appropriés cela. Et ce que je reproche beaucoup aux chercheurs, c'est qu'ils vont vers la technologie, mais qui ne tentent pas de pouvoir voir les implications qu'il puisse y avoir entre justement leur recherche et comment ça pourrait être utile, agissant dans nos vies quotidiennes, quand on va acheter notre pain chez le boulanger. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'il serait peut-être temps d'appliquer la physique à l'humain plutôt qu'à la technologie. Et là, on a effectivement des passerelles. Effectivement, ma recherche, qui a quand même quelques années maintenant, m'a poussée, par intuition au départ, d'aller chercher les passerelles qu'il puisse y avoir entre le psychisme, qui effectivement a ce côté un peu pilote de tout, la biologie parce que c'est notre corps qui fait qu'on est ici, la cellule étant la plus petite unité de conscience, nos corps et nos émotions bien sûr, et puis bien sûr les lois qui régissent tout ça. Alors, le propos n'est pas d'anéantir, c'est juste impossible, les lois newtoniennes, c'est pas de dire Newton avait tort, personne n'a tort, mais c'est de pouvoir penser un autre mode, une autre conception de la réalité, parce que je pense qu'aujourd'hui, finalement, le monde souffre d'une crise de perception et qu'il n'a toujours pas fait sa conversion par rapport à ce qui s'est passé au début du XXe siècle, d'abord avec Einstein, quand l'univers s'est tout d'un coup mis à avoir une dynamique, une histoire, alors qu'il avait toujours été comme ça. Et à partir du moment où on a compris aussi une chose très importante, c'est que l'univers n'avance pas, n'est pas en expansion et ne bâtit pas son expansion à partir d'un vide, mais d'une plénitude, c'est-à-dire qu'il est poussé de l'intérieur. Et regardez ce que ça donnerait pour nous dans cette vision-là, c'est qu'il faut sortir de notre espèce de compulsion, parce que ça devient addictif, du manque, pour partir d'une plénitude. Et ça, c'est quelque chose où on n'a toujours pas fait la liaison entre cet espace qui grandit, qui est poussé de l'intérieur, comme nous, avec nos émotions, avec des visions, et de se dire après, mais comment je vais faire pour arriver au bout? Et là, on se retrouve dans quelque chose qui va partir du manque. Donc, la survie, c'est vraiment cette connexion au territoire aussi, qui fait que comme il me manque quelque chose pour avancer, c'est comme si j'avais un vide devant moi, donc j'ai une sorte de matière à construire, et ça va me mettre au niveau des émotions, justement dans ce qu'on appelle un comportement compulsif. Et le comportement compulsif collectif est connecté à trois choses. Donc, comme tout comportement compulsif, vous avez une dimension liée à la phobie, une autre qui va être liée, on va dire, à une forme d'obsession et l'autre à une addiction. Et sur la matrice de la survie, les émotions qui étayent cette matrice, en termes de phobie, c'est la séparation. Donc peur, effectivement, de ne pas d'être séparé, donc on n'est pas dans l'unité. Quand quelqu'un dit
qu'il a effectivement perdu son travail, c'est déjà très intéressant de perdre son travail, parce qu'on perd son travail comme on perdrait son portefeuille, sa carte bleue. C'est quand même très, très abstrait de dire j'ai perdu mon travail. Et on voit bien que dès là, la personne, elle sent que pour pouvoir arriver à en retrouver, il va falloir qu'il y ait sacrément des épreuves. Donc il y a ces dimensions-là, donc cette séparation, d'être séparé de la solution, d'être séparé même de ma vision, en tout cas en tant que réalisation. Et là, évidemment, l'obsession, c'est la peur de perdre, donc on s'accroche. Et l'addiction, eh bien, c'est tout simplement la culpabilité. Parce qu'on s'en veut au final d'avoir perdu son travail, et on s'en veut au final de se retrouver dans cet état. Et si on met un seul mot aussi qui pourrait être sur toutes les cases, eh bien, il est très simple, c'est le manque. Donc, notre phobie, c'est de manquer. Notre obsession, c'est le manque. Et notre addiction, c'est le manque. Et donc, on a bien compris qu'on était addict au manque et que par le fait même, en fait, ce qui comptait, ce n'était pas tant, effectivement, d'aboutir, mais finalement, d'aller chercher des choses qui peut-être font qu'à un moment donné ou à un autre, on aboutit. Alors, c'est un saut quantique, forcément, de t'écouter, parce que ça remet en question tout le storytelling actuel. Pas plus tard, donc tu n'étais pas encore là, mais Valérie Martin, ce matin, nous parlait d'une étude de l'ADEME qui était justement sur les ruptures biographiques. Naomi Klein, dans son livre The Shock Therapy, donc, parle justement de ce storytelling inhérent au capitalisme, qui raconte que finalement, c'est ça la théorie du choc, que le capitalisme fonctionne avec des ruptures, avec des chocs, là où toi, tu nous invites finalement à l'autre polarité, en fait, à la plénitude. Moi-même, dans mes cours d'adolescente, mes premiers cours d'initiation à l'économie, enfin, on m'a expliqué quand même que l'économie de marché, c'est la gestion de la rareté, là où toi, tu nous parles d'abondance. C'est complètement... Et en même temps... Je parle de plénitude. De plénitude. Mais pour terminer ma question, le storytelling est quand même basé sur... aussi des ruptures, sur des obstacles. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Tout est basé là-dessus, parce que, comme je le dis, ce sont les lois de la physique qui vont réguler nos vies. Donc, on a dans le fond, là, derrière, là, dans notre cerveau limbique et reptilien, cette dimension de la survie et effectivement cette, on va dire, image qui fasse que... Alors, je vais vous énoncer, c'est peut-être un petit peu laborieux au départ, mais vous allez voir à quel point on s'est complètement construit sur ces modèles newtoniens dans nos vies et qui font que forcément l'économie a suivi, tout a suivi. Et je peux même dire que au départ, même la psychologie a suivi. Et à partir de là, il est clair qu'au final, on a des images, on crée des histoires à partir de ça. Et l'intérêt, finalement, à la fin, c'est d'arriver, après beaucoup d'épreuves. Alors, est-ce qu'on peut être moins intéressant s'il n'y a pas d'épreuves ? C'est plutôt ça la question. Mais il y a d'autres façons de pouvoir être dans l'exploration, de pouvoir donner envie d'être dans l'exploration, d'être dans l'émerveillement. Mais je pense que déjà, il faudrait peut-être qu'on voit un petit peu sur quel modèle on s'est bâti pour comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Donc, si je peux avoir déjà une première image, parce que c'est un petit peu laborieux, les principes newtoniens, il y en a 4. Le premier, effectivement, c'est le principe d'inertie. Voilà. Et ce principe dit, effectivement, alors chaque principe va découler l'un de l'autre et le renforcer en quelque sorte. Donc, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme, en ligne droite, dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Déjà, quand vous lisez ce petit paragraphe-là, la persévérance déjà. La persévérance, c'est un modèle, effectivement, qui va faire que, déjà, on n'a pas commencé, qu'il va falloir s'accrocher et qu'il va falloir de l'énergie. En fait, le modèle en face qui va nous mettre... C'est pas la physique quantique, ça c'est Einstein qui dit E égale MC2, nous dit qu'on a toute l'énergie à l'intérieur. Et qu'est-ce que l'énergie à l'intérieur d'une personne ? Sa motivation, ses émotions. Mais sur le modèle newtonien, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme. Donc on est sur quelque chose qui nous parle déjà d'inertie.
en ligne droite. Voilà, donc on a là, et puis on a des rails. À moins que quelque chose n'agisse sur lui et ne le contraindre à changer d'état. Ce qui veut dire que si je ne rencontre pas une contrainte, si je n'ai pas à un moment donné dans ma vie une sorte de choc, d'accident, eh bien, en fait, je resterai comme ça, ad vitam aeternam. Je suis sur des rails. Alors, d'où l'intérêt, effectivement, d'entrer dans une forme d'action qui, tout d'un coup, va me dire, ça y est, il se passe un truc dans ma vie, voilà, et ça va tout chambouler. Mais le problème est que, oui, mais est-ce qu'on est obligé de se prendre un 15 tonnes pour arriver à changer d'état ? Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est effectivement dans un système de persévérance. Je parle de ce qu'on vit en ce moment avec la situation actuelle, sanitaire, et de contraintes. Et c'est comme une sorte de poche, de voie sans issue. On est toujours amené à ça. Et c'est bien pour ça que les crises sont récurrentes, parce qu'au bout d'un moment donné à un autre, pour changer effectivement de modèle, pour qu'il y ait une nouvelle vague, il faut qu'il y ait une crise. Donc c'est là où la question est, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en moi, une forme d'émergence qui me permettrait de pouvoir avoir une vision, une attraction différente qui me fasse prendre conscience ou changer d'état. Est-ce que je ne suis pas trop compliquée ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas du tout. Oui ? Non ? Donc, en fait, ça va donner beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple concret. Une personne qui perd son travail. Perdre son travail. Et là, effectivement, l'histoire ne dit peut-être pas que cette personne, depuis un moment, elle en avait ras-le-bol de ce qu'elle faisait. D'ailleurs, on est une époque aujourd'hui où on rentre dans la multidimensionnalité. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des plans de carrière. Je trouve ça quand même pas mal. Aujourd'hui, c'est impossible d'être 40 ans et d'avoir une médaille du travail, je crois que c'était 40 ou 50, je ne sais plus, et de se dire qu'à la fin, ça y est, on est tranquille, on a sa retraite. Ça, c'était vraiment le mouvement rectiligne uniforme. Et évidemment, pour changer d'état, je crois qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se sont arrêtés de bosser, qui sont tombés malades, ou des choses comme ça. Parce que justement, ils avaient perdu leur mouvement rectiligne uniforme. Reprenons cette personne qui perd son travail, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, comme je vous l'ai dit, il est dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle n'en puisse plus. Et elle n'ose pas, peur de perdre, séparation. Elle n'ose pas sortir de ses rails parce qu'elle se dit je ne suis pas sûre d'en trouver. Et puis après tout, et puis pour peu que ça soit quelqu'un qui ait des responsabilités de famille, c'est bien joli. D'être dans la pensée positive, c'est bien joli. Mais en même temps, clairement, c'est pas si facile. À partir de là, va arriver la lettre de licenciement. Ça, c'est le truc qui vous contraint à changer d'état. Alors, il y a deux façons de prendre ça. Je pense que il ne faut pas prendre une personne avec un truc juste ponctuel, genre elle a sa lettre de licenciement. Il y a tout le terrain qui est autour, qui fait qu'on est intriqué dans nos vies sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui gouverne le vide en moi, mes choix ? Et je pense que peut-être que c'est certain, je peux même le signer, cette personne avait déjà mis en place tout un ensemble de paramètres qui faisaient qu'à un moment donné à un autre, elle se retrouve à devoir changer d'état, à devoir changer de travail. Mais, elle le vit comme une contrainte. Elle ne le vit pas comme une opportunité. Alors peut-être qu'elle va avoir la chance d'avoir un ami qui va lui dire, parce qu'elle va l'appeler en disant « Oh là là, si tu savais ce qui m'arrive, etc. » Mais t'en avais pas marre de ton boulot ? T'avais pas envie plutôt de... Et là, on voit que si on ne se laisse pas entraîner dans quelque chose qui est de l'ordre d'une contrainte, parce que vous allez voir que la deuxième loi, si vous voulez bien la mettre, le principe de la dynamique, justement, qui enclenche le premier, l'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée, et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force. Ça veut dire que non seulement je me suis pris un 15 tonnes, mais en plus je suis sa trajectoire. Ça veut dire par là que, en fait, je suis... Alors le 15 tonnes, c'est ma lettre de licenciement. Mais plutôt que d'essayer d'être beaucoup plus proactif, d'être dans une forme d'émergence, de constat que finalement j'en pouvais plus, voyons voir ce que je peux faire, je suis juste avec ma lettre de licenciement qui m'embarque et qui me dit Pôle emploi. Et là,
encore une fois, je ne suis pas dans mon mouvement, mais dans la direction de la force qui m'a détournée, en fait. Et c'est là où le modèle quantique, justement, qui parle d'émergence, qui dit que la matière est plus un comportement qu'une substance, fait que, en fonction de la façon dont je regarde cette histoire, de la façon dont je l'interprète. Vous savez, la lumière, avant d'être quelque chose d'abstrait, quantique, c'est d'abord les yeux. C'est déjà, quand je vous regarde, quand vous me voyez, on échange là on échange des photons. On est même porteur de biophotons. On a des biophotons sur notre ADN. Donc on échange de l'information, on échange de la lumière. Et ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est ce phénomène d'émergence. Donc, ça veut dire que ce qui se passe maintenant me permet de pouvoir voir et peut-être d'utiliser un menu beaucoup plus large auquel je n'aurais pas osé, vers lequel je ne serais pas osé aller à cause de ma peur de perdre, à cause de ma culpabilité. Il faut que je pense quand même à ma famille à cause de tout ça. Ça va ? Ok. Quand tu parles beaucoup de la force, parce que du coup, ça fait quand même encore une fois penser à Star Wars. Ça fait penser à ça. Que la force soit avec toi. Ça fait penser à notre monde actuellement, où cette force actuelle, c'est on va l'appeler la crise sanitaire, hein, qui est en train de nous, c'est le 15 tonnes qu'on s'est pris, et qui est en train, effectivement, mais en fait, on est complètement dans sa direction et on n'essaye pas de continuer à mettre nos images, à se dire mais j'en profite pourquoi ? Peut-être que certaines personnes ici pourraient faire ce bilan et peut-être se réaligner là-dessus en voyant aussi qu'est-ce que ça m'a amené que je n'aurais pas mis en place si effectivement j'avais continué de cette façon-là. Pour autant, je pense qu'il est temps aujourd'hui d'aller vers une perspective, vers une espèce qui arrête d'être sur le modèle de la survie, donc de la souffrance, pour être sur quelque chose de plus unifié et effectivement de moins séparé. Et Pascale, une des choses qui te sont chères, c'est quand même la danse. Oui. Tu es une danseuse. Et J'étais. Oh, je pense qu'on est toujours danseuse. On est toujours danseuse. Et en fait, finalement, c'est un peu une danse cosmique, non, à laquelle tu nous invites. C'est-à-dire que c'est un peu suivre. Enfin, moi qui danse aussi, hein, je danse le tango dans mes heures perdues. Pour moi, le tango est une allégorie du changement de paradigme, puisque l'idée, c'est vraiment de marcher ensemble, de suivre le mouvement plutôt que d'aller contre-courant. Est-ce que c'est un peu ça, quand tu parles du fameux 15 tonnes, du fameux licenciement, l'idée, c'est d'être dans le flow, enfin, d'accompagner ce mouvement au lieu de s'y opposer? L'idée, c'est d'y voir une potentialité et d'y voir une possibilité qui va m'amener à, effectivement, peut-être, à me laisser inventer par ce qui se passe. Donc, on n'utilise plus l'obstacle comme étant quelque chose qu'il va falloir dépasser, casser, mais comme quelque chose qui me permet de me détourner sans doute d'un mouvement qui ne me convenait plus, qui me mettait dans une forme de quotidien ronron. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours qu'on soit au-dessus, mais dans une forme d'inertie, je dirais. Vous savez, il y a des choses très simples aussi, parfois dans notre quotidien, pour arriver à se délocaliser, à se surprendre. On a toujours tendance à prendre les mêmes itinéraires. Et on ne voit pas effectivement qu'on règle notre GPS toujours avec des routines. On prend du café tous les matins, on prend tel itinéraire tous les matins. Voilà. Et en fait, on pourrait presque dire que notre caméra au-dessus, là, notre caméra quantique, elle est là et finalement, on la laisse pas, on l'autorise pas vraiment à pouvoir être sur quelque chose de beaucoup plus créatif. Et le simple fait, parfois, de faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement va nous délocaliser dans l'espace et permettre de créer finalement des possibilités, des émergences, pas forcément et certainement pas prévisibles, mais justement, on est là pour être surpris, on est là pour être émerveillé aussi. Alors, c'est bien embêtant tout ça, parce que du coup, si on sort du modèle de rupture, de séparation, de survie, etc., qui est quand même très, très, comment dire, lié au voyage du héros, hein, enfin, il y a des obstacles, etc. Oui. Et le storytelling dans tout ça, comment on fait pour raconter des histoires
sans obstacle. Est-ce que finalement c'est une invitation? Est-ce qu'un récit qui parlerait de l'être quantique pourrait peut-être inviter le téléspectateur ou le spectateur à choisir sa vie, à se réempuissanter? Comment ça se passe en fait, un récit riche de ta pensée? Pas riche de ma pensée, mais riche des implications riche des implications de ce que ça représente finalement, de savoir qu'en nous, effectivement, on a accès à cette potentialité, à un menu beaucoup plus large. C'est à ouvrir des voies en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de l'imagination, puisqu'on est programmé sur quelque chose de cet ordre-là, forcément l'imagination l'est aussi. Il faut savoir que ce qui prévaudra toujours, c'est la croyance. Et là, on est sur un système de croyance effectivement scientifique qui nous amène forcément un style d'imagination, parce que la croyance va de toute façon diriger non seulement nos émotions, mais notre imagination. D'accord ? Donc, par exemple, je reviendrai sur ce que tu m'as posé comme question. Vous êtes convaincu que sortir à Paris à 11h du soir, quand il fait nuit, c'est dangereux. Croyance. Eh bien forcément, dès que vous sortez, pour peu vous preniez le métro et que c'est noir, etc., vous êtes en train d'enclencher tout un système émotionnel et d'une imagination qui vont faire que vous allez effectivement aller vers votre système de croyance. Pour peu qu'il y ait quelqu'un, des bruits de pas derrière, ça y est, émotion, peur. Et puis à partir de là, j'imagine que cette personne va m'agresser. Mais ce qui est vrai sur quelque chose d'aussi petit, ponctuel, l'est vrai sur ces grandes lignes dont je vous ai parlé, avec ce principe d'inertie et ce principe, effectivement, de dynamique. Maintenant, comment faire ? Ça, c'est toute la question. Mais qu'est-ce qui pourrait... Alors déjà, la première des choses, le grand chapitre, c'est de voir que déjà, tant que vous ne regardez pas, tant que vous ne convertissez pas quelque part dans vos propres vies ce système, forcément, vous n'ouvrez pas votre imagination à d'autres possibilités. Donc on voit bien, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, que c'est déjà en soi une posture. Et ce qui compte d'ailleurs pour tout le monde, et je pense pour chacun, et c'est vrai pour toutes les fonctions, qu'on soit scénariste, danseur, chercheur, plombier, c'est qu'en fait, quelque part, ce qui compte, c'est pas ce que je fais, mais qu'est-ce qui le fait quand je le fais. Ça veut dire que je pense que quelqu'un qui écrit, en fait, il n'écrit pas, il est inspiré. Quand quelqu'un danse, un danseur ne danse pas, il est dansé. Et donc, en fait, si vous voyez, ce qui est important à partir de là, c'est où vous situez-vous, vous, en tant que scénariste, dans cette posture de l'écriture et de l'inspiration. Et déjà, en fait, le menu, déjà, parce que quand on est dans cette dimension de cette possibilité quantique, on est juste en train déjà de voir qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir si je n'étais pas sur un process de rupture, de saturation. Mais je n'ai pas dit que la vie était non plus faite avec des lunettes roses et que tout était super et que du coup il n'y aurait plus d'histoire à la limite. Le problème n'est pas l'obstacle. Le problème est finalement qu'est-ce que je fais de cet obstacle. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai commencé à être sur le manque et je me suis construit à partir de ça en me disant que quoi qu'il en advienne, il faudra que je persévère. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt déjà de se réapproprier son choix, peut-être, voilà, et sa responsabilité de rencontrer ça? Ok, j'ai rencontré cette lettre de licenciement, et maintenant, comment je vais faire pour rebondir avec ça? Et ça peut créer un scénario vachement intéressant aussi. Plutôt que d'avoir la version de la personne qui va glisser, qui va descendre et qui finalement va remonter, voilà, mais qui va trouver en elle peut-être d'autres possibles. Je prends toujours aussi, souvent comme exemple, l'exemple d'une personne qui est caissière dans un supermarché et qui sent que c'est pas sa vie, quoi. Et en même temps, c'est toujours la même chose. Il y a comment faire pour pas être dans la peur de perdre, comment faire pour payer ses factures. Et d'autant plus qu'elle n'a peut-être pas fait beaucoup d'études, elle ne se sent pas légitime, elle ne sait même pas ce qu'elle peut faire, mais elle sait bien que ce n'est pas sa place. Et la conversion du regard ferait que déjà, elle ne soit pas dans un espace-temps où chaque jour, elle donne un jour de sa vie, on va dire aller à Carrefour, alors qu'en fait, elle est là, elle est chez elle, et ce n'est pas grand-chose cette conversion. Elle est déjà en train de se dire, je ne vais pas donner un jour de plus à Carrefour, je vais donner un jour de moins. Et là, s'ouvre un champ des possibles. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en train, dans sa structure, dans sa posture, dans ses articulations, dans sa vision, elle n'est plus en train d'être fermée, obsédée par ce côté tous les jours c'est la même chose et j'aime pas ça. Elle est en train de s'ouvrir à des possibles
Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une personne, c'est pas seulement un corps, c'est un champ. C'est un champ d'information, justement, qui est complètement, d'ailleurs, en liaison avec les émotions et avec les croyances. Et si dans son champ, déjà, en vibration, parce qu'un être vivant, c'est pas seulement vivant, c'est d'abord vibrant, elle est en train d'infuser ce regard, cette information, elle devient attractive. À partir de là, ça ne veut pas dire que, clac, ça y est, elle n'est plus à Carrefour, que c'est magique, c'est de la pensée magique. Ça veut dire qu'on crée, à partir de là, un scénario où elle va peut-être, j'invente n'importe quoi, hein, mais être tout d'un coup interactive, tout d'un coup en relation, en liaison. Parce que la matière, en fait, ce qu'elle adore à par-dessus tout, c'est pas un objet, c'est de la relation, la matière. Et tout d'un coup, encore faut-il l'ouverture. Elle est ouverte, elle échange avec quelqu'un à sa caisse, la personne la regarde comme ça, et puis tout d'un coup, elle se dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi ? Mais évidemment, et là, ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que c'est venu d'elle. Même si c'est un feedback de quelque chose qui vient et qui est une personne, et qui est là, mais ce n'est pas grâce à cette personne qu'elle va changer, c'est grâce au changement de sa posture. C'est ça que je trouve extraordinaire quand on t'écoute, c'est qu'il y a, comment dire, on reprend son destin en main en le choisissant et en se connectant à son élan de vie, à son désir, à son impulsion. C'est ce qui va nous mettre en mouvement. C'est ça. Et ce qui devient important après, c'est que je ne suis pas moi tout seul. C'est que là, je vois le réseau qui se trame autour de ça. Je vois le fait d'avoir accepté de m'ouvrir et donc de rencontrer cette personne qui va m'ouvrir peut-être un premier étage. Je n'ai pas dit que ça allait le faire tout de suite, mais à partir de là, on est sur la potentialité, on est sur les possibles, on est sur un menu plus large. Vous voyez, on parle beaucoup en ce moment aussi de mission de vie. Je trouve ça très réducteur d'avoir une mission de vie. Parce que si on est là aujourd'hui pour pouvoir justement se laisser plutôt inventer par l'espace, mais on n'est pas sur une donnée, ça reviendrait au même. Une mission de vie, c'est comme une carrière quelque part, mais avec beaucoup plus d'élégance. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est cette exploration. Parce que, encore une fois, ce que nous apprend la physique quantique, c'est que la matière, c'est que de l'espace. Et c'est de l'espace qui cherche à prendre forme. Et la forme, c'est aussi une expérience, si vous voulez. Le corps, mon corps ne s'arrête pas là. Mon corps, c'est aussi finalement ce qui m'amène de l'expérience. En fait, l'expérience est le prolongement de mon corps. Et à partir de là, en fonction de cette vibration de mes croyances, il se passe des choses. Et ces choses peuvent être super intéressantes, super attractives. Si je prends le film Avatar, par exemple, on y va ? Oh là là, c'est horrible ce que tu vas dire. Je déteste Avatar. Et moi j'adore, et donc du coup, on n'est pas d'accord là-dessus. Je déteste Avatar, c'est Apocalypse Now. On a un monde, alors je vais vous dire que déjà au niveau de ce que ça représente, la fréquence vibratoire, donc les différents niveaux de conscience, on va dire, ce film est impossible. C'est-à-dire qu'avec une civilisation aussi avancée en termes de relations, sortie de la compétition, de la conquête du territoire, eh bien forcément, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir rencontrer des gens mais avec des fréquences mais tellement basses. Et là, on se dit, oui, et ça aussi c'est important, il faut qu'il y ait aussi du sens, c'est-à-dire que dans les fréquences vibratoires, il y a des choses qu'on ne rencontre pas, aussi bien par le dessus que par le dessous, si je puis dire. Et à partir de là, voilà, donc Avatar déjà pour moi c'est une imposture au niveau de ce qui est possible, même si c'est de la fiction, on est d'accord. Au-delà de ça, on voit un truc où on est là en émerveillement au départ et tout d'un coup, mais c'est carrément la destruction massive, quoi. Tout ça pour un mec qui est un héros et qui quelque part va devenir le super-héros qui finalement va mener bataille. Mais quel égocentrisme! Pour un mec, on détruit une civilisation. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve... Et à partir de là aussi, ce que je trouve dingue, c'est que qu'est-ce que ça a amené dans les consciences ? Eh bien, une sorte d'autorisation à la destruction des forêts, en fait. Parce que c'était... Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage où tout d'un coup, il passe, c'est l'Amazonie. C'est pas que l'Amazonie, c'est toutes les forêts actuelles qu'on détruit. Et à partir de là, le fait que ça soit mis comme ça pour l'intérêt du film, pour arriver à la fin à de l'espoir... L'espoir aussi. Il serait peut-être temps de passer à autre chose que de l'espoir. Eh bien, à partir de là, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a donné une sorte de légitimité à la destruction parce que finalement, on arrivera toujours à s'en sortir.
Alors malheureusement, l'heure tourne et il faudrait laisser de la place pour les questions. Comment ? Ouais, là, on termine avec le troisième. Et c'est bon ? Oui, pardon, alors je vais y aller rapidement. Ouais. Le principe des actions réciproques, évidemment, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Et ça veut dire que quand on commence à pousser la matière, à vouloir la changer de place, forcément, elle résiste. Ça a donné en psychologie des résistances. Vous avancez, mais en face de vous, à un moment donné, il y a une force contraire. Alors qu'effectivement, si on procède d'une autre façon, par émergence, en libérant une information, en libérant une émotion, à partir de là, on a changé quelque chose et on a changé la nature de l'intérieur, en fait, de la matière. Donc, en fait, le propos n'est pas que je déplace cette table. Enfin, si, je peux très bien déplacer cette table, mais mon propos n'est pas de changer, de vouloir bouger les choses, mais de procéder de l'intérieur. Et en commençant par moi-même, d'ailleurs. Et puis après, c'est plutôt drôle, ça dit quelque chose d'assez intéressant. Dans chaque corps, deux corps quelconques s'attirent en raison directe de leur masse, bon, c'est vrai, et en raison inverse du carré de la distance de leur centre de gravité. Oula, tu nous perds là. On s'en fout. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire en amour, on fait qu'un, mais lequel, en fait. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de volonté, peut-être de pouvoir d'attraction, qui aura une influence sur l'autre. Donc on est sur les influences. Et on sait qu'aujourd'hui, l'influence, elle est essentiellement financière. Voilà, donc je suis allée vite là-dessus, mais parce que je pense que ce qui prévaut, c'est quand même les deux premiers. Le troisième aussi, hein, parce que à peine j'ai commencé à vouloir changer quelque chose, à peine j'ai une résistance en face de moi. Mais pas si j'ai déplacé mon regard. Parce que si je déplace mon regard, si je convertis mon regard, il n'y a plus aucune résistance. Regardez, la femme qui travaille à Carrefour, elle n'a pas essayé d'y aller, et puis je vais voir, elle a juste dit, je donne une journée de moins à Carrefour. Pour terminer, dans notre échange, quand on a préparé l'interview, tu disais que le vide, en fait, n'est pas vraiment vide, il est fait d'informations. Oui. Et l'information, en latin, informare, ce qui rentre dans la matière. Donc, ça, en tout cas, donne du sens au récit. Le récit crée de la matière. Le récit crée de la matière, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de quand même ouvrir vos regards, nos regards, à ce qui est de l'ordre de l'émergence. Et pour terminer, avant d'ouvrir aux questions, je retiens aussi que, en fait, la quête du Graal, la nouvelle quête du Graal, c'est de ne plus avoir de quête, que tout est déjà là. Alors, cette quête, effectivement, c'est peut-être de plus en avoir, mais c'est de réaliser à quel point, en fait, nous sommes ce Graal. Nous sommes ce réceptacle. Pour moi, je le résume à une phrase. L'être est un transducteur d'énergie qui propulse ses désirs dans la matière. Tout ça parce que grâce à ces cellules, on pourrait même dire, si j'ai donné un petit peu plus d'explications, c'est l'ADN, hein, qui est une molécule très particulière. Il a accès à ce champ unitaire, à ce vacuum quantique dans lequel il y a tous les possibles. Et ce sont ces choix qui vont faire, ça se dit comme ça en physique, qu'une réalité va s'effondrer ou pas. Une réalité qui s'effondre n'est pas une réalité qui se casse la figure, mais juste qui se manifeste en fait. Parce que effectivement, pour qu'une réalité existe, il en faut un certain nombre. Une seule réalité ne pourrait pas exister en tant que telle. Un électron, il a 3000 possibilités lui-même. Voilà. Et c'est peut-être parce que tout d'un coup, il va rencontrer quelque chose qui peut être un observateur, que tout d'un coup, il devient de la matière, il y a un petit point, ça devient ponctuel, ça devient quelque chose qui va faire que ça existe sous une certaine forme. Et en fait, la forme en question est la forme de l'observateur. Donc la reconnexion au désir, c'est ce qui va créer de l'émergence et donc de la mise en mouvement. Bien sûr, le désir, l'envie. Je suis convaincue que l'univers est né d'un immense désir. Et alors, bon, c'est pas pour faire de la pub pour mon rapport, mais il y est raconté que aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle pleasure activism, donc l'activisme du plaisir. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là autour du plaisir, du désir. Je pense qu'aujourd'hui, pour aller plus vers cette matrice de l'unité, déjà, c'est de se dire que rien ne m'arrive par hasard.
Donc ça veut dire déjà, quand je dis ça, ça veut dire que je suis unifiée. Je ne suis pas séparée déjà de ce qui vient de se passer et j'en suis même le point source. C'est fantastique déjà de cette posture-là. À partir de là, ce qui compte, c'est pas seulement, comme je dis souvent aussi, d'obtenir ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on obtient. Et ça aussi, c'est important parce que ça permet aussi de faire le tri de beaucoup de choses. Et je pense qu'à partir du moment où une personne est connectée à ses désirs, à ses envies, elle est alignée en elle-même. Et en fait, aujourd'hui, il faudrait apprendre petit à petit, et ça, c'est pas seulement, c'est pour tout le monde, je pense, à enlever notre montre pour sortir de ce temps linéaire, pour être juste sur des niveaux d'énergie, un peu comme les enfants qui fassent que quand on est en train de faire quelque chose et qu'on est inspiré, il se passe des choses. Tout d'un coup, on sent qu'il n'y a plus rien, on arrête et on passe à autre chose. Le fameux flow. Et ça aussi, c'est les niveaux d'énergie, c'est quantique. Le temps, c'est autre chose. Voilà. Et c'est avère qu'on est dans un espace-temps, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé d'être sous son influence. Alors, ça n'empêche pas d'être à l'heure. Voilà. Est-ce que, j'imagine que vous avez plein de questions à poser à Pascal. Ouh là là, c'est le festival des mains levées. Alors, on va commencer honneur aux femmes. Alors, dites-moi. Bonjour. Merci. Est-ce que ce que nous apprend la physique quantique, finalement, c'est que la conscience, c'est une force fondamentale ? Ce n'est pas une force. La notion de force, c'est quelque chose de très complexe. Mais c'est je dirais, pour le moment, avec prudence, c'est un paramètre fondamental, si ce n'est le paramètre. Il y a une question ici. Bon, alors déjà, merci beaucoup pour cet exposé. Voilà, merci. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur Avatar qui m'intéresse, sur le fait que Cameron ait mis en scène une destruction de forêt. Est-ce que le problème, c'est de montrer cette destruction ou la réponse qu'il apporte à cette destruction, à savoir la guerre ? Parce que si on fait dans le cadre de récits personnels où justement voilà, il y a des forces qui vont vers la destruction et qu'on les met en scène, mais pas forcément en apportant la guerre comme solution ou la résistance violente à cette chose-là, est-ce que c'est problématique ? Parce que j'ai l'impression que vous dites... C'est les deux, oui. Parce que cette image était tellement forte et il y a tellement de gens qui sont allés voir ce film que ça a donné une forme de légitimité après. L'image choc étant passée, après, c'est ça le problème de l'image. C'est que quand on voit une personne qui se fait tuer une première fois en direct, waouh! Et puis après, quand on commence à en voir beaucoup, ça ne fait plus rien. Le problème, il est là, c'est aussi dans la pondération des images. Et quand c'est aussi fort, alors qu'on est sur des images très fortes, avec des textes forts au départ, je te vois. Je veux dire, mais pourquoi on n'est pas allé dans cette direction ? Pourquoi tout d'un coup, on a en face de nous... Ça, c'était du nouveau récit quand même, le « je te vois », en revanche. Oui, mais c'est la seule phrase que je trouve vraiment à sa place à ce moment-là. Mais tout ce qui a été autour, voilà. Alors ça, c'est pour la première question. Est-ce que tu peux répéter la deuxième question ? Alors, j'ai complètement oublié la deuxième question, du coup. Donc, en fait, c'était, je crois, sur la guerre, justifier... Alors, non, mais je pense que pour la guerre, on est entièrement d'accord sur la réponse d'Avatar. Et peut-être, alors je pose la question, peut-être le souci de cette scène de destruction, c'est qu'une fois de plus, elle est montrée en termes de séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune empathie avec les arbres qui sont détruits. Mais si éventuellement on change le point de vue sur la destruction et qu'on a un point de vue par rapport aux arbres, c'est-à-dire, voilà, on change de paradigme, c'est pas juste des objets, on détruit une belle maison, c'est dommage, va falloir la reconstruire. C'est que si on fait un travail de changement d'angle et de point de vue, à ce moment-là, c'est possible de travailler sur Bien sûr. sur ça. Ce qui lui était intéressant, c'est de cette conversion, en fait. Parce que quand on prend tous les personnages au départ, les gentils restent gentils, les méchants, il ne s'est rien passé, en fait. Ceux dont on savait qu'ils allaient de toute façon aller dans le sens de défendre ce territoire ont maintenu leur regard. Et tous ceux qui nécessitaient une prise de conscience n'ont absolument pas bougé. Je pense que dans les scénarios, c'est peut-être intéressant de déplacer ce genre de relations pour arriver sur des prises de conscience en face de l'adversaire.
ce qu'on peut appeler l'adversaire, comme moi aussi, en étant mon propre adversaire. Mais en tout cas, face à une civilisation aussi avancée, il est clair que ce qu'ils ont en face d'eux, pour moi, je ne le comprends pas, parce qu'ils n'en sont plus à rencontrer ce genre d'adversaire. Donc, il ne pouvait se passer qu'une chose, c'est la conversion. Donc, en fait, puisqu'ils sont à ce niveau de conscience, forcément, tout ce qu'ils pouvaient toucher ne pouvait que monter. Et là, c'était tout le contraire. Et pour moi, c'est une aberration déjà au niveau spirituel, parce que je pense que la spiritualité, la physique quantique amène à ça, et au niveau même, en tant que vibration, c'est impossible. Il n'y a pas de rencontre possible de chant. En fait, il faut bien savoir qu'une rencontre, c'est avant deux personnes, c'est un chant, c'est une vibration. Et on échange. Le vivant, c'est de l'échange d'informations. Et là, il n'aurait même pas pu découvrir cette planète. Alors, ce qui est très intéressant, par contre, c'est pourquoi on est encore sur ce territoire-là. Bien, quand on sait que, en fait, pourquoi on est, comment on est, pourquoi on est là, en fait. Ben, c'est déjà une réponse très simple au départ. Elle n'est pas du tout métaphysique. On est là, on est arrivé parce qu'on n'avait plus de place dans le ventre de notre mère. Donc, il y avait un problème déjà de terrain, de territoire. Et quand on est né, parce qu'on avait faute de place. Et il y a deux choses qui nous ont fait naître, le manque de place, et la gravité. À partir de là, eh bien, on peut dire presque encapsulé dans notre code, dans nos cellules, le fait que le manque déjà, c'est le manque de terrain, le manque de territoire, le manque de place. Et voyez sur quoi on a construit le modèle de la survie par rapport à ça. Là où il y a quelque chose qui peut se revisiter, c'est que, en fait, je ne suis pas seulement née par manque de place, mais pour explorer à travers une forme. Donc ma conscience cherche à explorer à travers ma forme, finalement, un espace, l'espace. Et en fait, il faut bien comprendre que les particules élémentaires, pour moi, c'est de la conscience aussi, et elles cherchent à travers une forme, moi, des expériences. Alors, il y avait une question par ici. Ah, pardon. C'est bon, je passe. Ouais. Petite question ? Il y en a partout. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis très content que vous soyez là. Merci pour ce que vous faites. Merci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Tenet, s'il vous plaît ? Ah, Est-ce que j'ai pas entendu, moi, la question? je l'ai à peine vu. Non, je J'ai vu rigole. la bande-annonce, Je mais plaisante. j'ai fermé parce que je me suis dit, encore la mafia, encore et je me suis dit, non, mais ça m'intéresse absolument pas. Pourtant, Alors, c'est... par contre, la rétrocausalité, mais la rétrocausalité, c'est quelque chose, c'est une ouverture des possibles super intéressante qui fasse qu'effectivement, si un moi du futur est capable de m'informer de là où j'en suis, alors vous voyez tous les scénarios qu'on peut écrire par rapport à ça. Mais si c'est pour se retrouver avec de la mafia et encore des trucs où en fait il n'y a que des armées et des machins, eh ben j'ai envie de dire, et merde quoi. Mais c'est... Parce que On est encore dans le justement thème. on sort pas de la destruction. C'est justement Et tout ça qui est bien parce dans ce film, je pense c'est que c'est... ces gens-là qui font des films n'ont pas converti en eux-mêmes en tant qu'humains. Au même titre que pour moi, les chercheurs qui cherchent au CERN ne se sont pas convertis en tant qu'humains. Ils sont toujours en train d'essayer de bombarder la matière, de pouvoir extraire son secret. Et c'est vrai pour toutes les fonctions, tant qu'on n'a pas réalisé qui on était et réalisé qui je suis. C'est juste là, je suis en train de parler, mais ce qui compte, c'est pas ce que je dis, mais c'est qui le dit quand je le dis. C'est ce point de vue. Voilà. Et c'est vrai que dans tous les, je pense que dans les scénarios de ce qui peut être fictif, science-fiction, mais qu'est-ce que ça pourrait être intéressant d'utiliser cette rétrocausalité ? Mais justement, je dois vous couper parce que dans Tenet, il n'est pas question de mafia, justement. Enfin, il n'est pas question de mafia ? C'est un renversement de ce que vous avez peur chez ce réalisateur et ce film, c'est justement tout l'inverse. En tout cas, j'ai pas vu vraiment, la bande-annonce, j'ai vu beaucoup de... Non, c'est justement l'inverse de ce que vous croyez, ce film. D'accord. Voilà. Donc en fait, il n'est pas question de mafia ? Pas du tout. D'accord. En fait, les personnes du futur ont envoyé un méchant détruire l'arme qui leur permet de voyager dans le passé. Et l'homme, le personnage principal, s'est engagé lui-même via l'enfant de la femme de ce méchant-là pour éviter ça. D'accord. Donc en fait, c'est pour éviter que les gens du futur détruisent la Terre parce qu'eux, ils vivent la destruction de la Terre. D'accord. Donc du coup, ils veulent mettre fin à la destruction de la Terre avant pour éviter qu'ils la vivent. Mais ce protagoniste-là décide que ces gens-là n'ont pas
Ça a dû être dur à pitcher quand même, hein, j'imagine. J'imagine le mec qui propose son projet. Mais Bravo en tout cas pour ce résumé. En tout cas, merci. Mais j'avais une vraie question. En tout cas, merci parce que du coup, vous m'éclairez plus. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, et je me suis dit, j'aime le trajet quand même de Christopher Nolan. C'est surtout Inception que j'ai trouvé intéressant chez lui. Mais du coup, j'avais une vraie question. Dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié le pouvoir cathartique du cinéma. Oui. Je reprends un peu la question du monsieur tout à l'heure sur les films qui n'ont que des méfaits. On en revient au vivre ensemble aussi, c'est que pour toucher le plus grand nombre et faire passer un message, il faut que la forme soit acceptée par le plus grand nombre. Or, le cinéma est basé sur les obstacles et des méfaits que les gens font avec la possibilité de les changer ou de se changer lui-même. Se changer eux-mêmes pour recommencer la même chose. C'est ça le problème. Je suis pas d'accord parce que dans le film, certes, ça peut être ça, mais quand on est spectateur, quand on voit ça, bien sûr, si on a la capacité de le comprendre et ça se voit pour d'autres arts, c'est que quand on voit un méfait, généralement, on a la présence d'esprit ou la conscience de se dire c'était un film ou c'était une parole et du coup, moi, j'ai le pouvoir de ne pas la faire ou de changer ça dans la vraie vie. Et justement, si on veut toucher le plus grand nombre avec le cinéma en passant un message, j'ai l'impression qu'on peut pas faire autrement que de montrer les méfaits ou quelque chose de mal dans le cinéma. Je prends par exemple l'exemple de... J'ai oublié le nom du réalisateur, mais moi, Daniel Blake, Ken Loach, est basé sur un monsieur justement qui perd son travail. Et tout le film est basé sur comment il survit à cette perte de travail. Mais le début du film, c'est quand même la perte de travail. C'est un obstacle, c'est une chose négative. Or, il a des obstacles tout au long du film, mais il arrive à les surpasser pour pouvoir passer ce cap-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, le cinéma est obligé de... Parce que le cinéma, comme le reste, est construit sur le même modèle. Oui, bien sûr. Parce que le problème après, c'est que si on fait le film, le numéro 2, on se retrouve en fait à avoir dépassé un état et finalement, on va dire, je ne connais pas le film, mais il finit par dépasser les obstacles, il retourne du travail. Mais on retrouve un point d'inertie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de retrouver du travail, c'est qu'est-ce que ça a changé en moi. Je ne suis pas sûr qu'il retrouve un travail. Enfin, je ne connais pas le film. Ah ouais. Oh non, je ne l'avais pas vu. Mais ce côté catharsique, effectivement, a un intérêt aujourd'hui. Ça fait débat. Ça peut, voilà. En tout cas, voilà. Mais il est vrai qu'on est quand même très doué pour faire des films sur la destruction. Ce que je veux juste dire, c'est que prenons par exemple les films, alors évidemment c'est peut-être caricatural, avec des destructions de météorites et compagnie, ce qui est très curieux puisqu'en fait notre modèle aussi est un modèle de... Ce que j'observe, il faut savoir que l'être, en fait, s'il propulse ses désirs dans la matière, parce que il a cette capacité de transduction, en fait il crée au fur et à mesure l'univers qu'il explore. Et ça veut dire par là en fonction de ses observations, de ses croyances. Et quand on voit qu'à une époque, il y a 30 ans, 40 ans, les météorites, ça ne nous travaillait pas trop en fait. Mais bizarrement, depuis que cette information météorite est là, depuis que, voilà, mais c'est tout juste, ça ne va pas nous tomber tous les mois et qu'il y en a peut-être une qu'on ne verra pas, etc. Ce qui est très intéressant, c'est de se poser la question sur qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, en tant qu'espèce, on regarde un champ d'une certaine façon et qu'on l'alimente en énergie. Moi, je pense que quand on a commencé à dire que la glace fondait sur les pôles et qu'on a regardé ça, ça a accéléré le processus des fontes, en fait. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, là, je veux bien que ça soit quelque chose qui permette effectivement une sorte de paratonnerre et de pouvoir finalement mettre la foudre dans la terre et puis à partir de là, ça y est, l'émotion, elle s'est déchargée. À partir de là aussi, ce qui est important, c'est de voir à quel point ce que je regarde et la façon dont je le regarde va aussi, plus il y a de monde et plus ça va amplifier certaines choses. Et plus je regarde cette dimension de possibilité de destruction, et plus finalement je la nourris.
faut bien, enfin, je veux dire, c'est ça aussi le modèle. Alors c'est à la fois pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que nous agissons et nous interagissons avec notre environnement, avec la matière, nous avons ce choix, nous gouvernons le vide en nous, chacun à sa façon, et nous tous ensemble. Et à partir de là, en fait, tout ce qui arrive d'une manière massive vient du collectif. Pascal, est-ce que tu restes avec nous pour le déjeuner? Okay. Avec plaisir. Ah, okay. Parce que en fait, on me fait des signes, malheureusement, comme quoi le timing est terminé. Après, s'il reste une dernière question. Si jamais vous avez envie de prolonger cette conversation, peut-être qu'on pourra profiter de ce moment, parce que je voudrais pas frustrer. Il y a plein de questions. Non, bah tu parles. Petite question là, une toute petite question comme ça. Petite dernière. Non, c'était pas une question, c'était pour répondre au jeune homme, mais il m'écoute plus. Ah bah du coup, on t'entend pas. Ouais. Non, c'était à propos d'un film qui s'appelle... Comment ? C'était à propos d'un film qui s'appelle Premier Contact de Denis Villeneuve. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Qui, pour moi, pour le coup, n'est pas un contre-exemple de ce que tu dis, en fait. Non, c'est pas pour moi, c'est un très bon contre-exemple de ce que tu dis, où là, effectivement, c'est pas un obstacle, c'est un changement d'état qui ne fait... Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Starship Trooper de Verhoeven. C'est aussi un film qui va parler de comment on interprète mal les choses. Et on a une invasion extraterrestre qu'on prend comme une contrainte. On va les attaquer. Ou en tout cas, dans le Premier Contact, on ne va pas se coordonner mondialement pour déchiffrer le message qu'ils veulent nous donner. Chacun, un peu comme avec le vaccin cette année, chacun fait son truc de son côté et du coup, on fait un peu n'importe comment. Et à la fin, on se rend compte que ce n'étaient pas des ennemis. Ils étaient juste là pour apporter un message, pour nous dire quelque chose, et en fait on se rend compte qu'on a interprété ça comme une contrainte, alors que c'était une opportunité. Et en fait du coup je trouve que dans tout ce que vous dites, c'est des choses qui existent déjà. C'est une manière de produire des scénarios qui existent déjà. En fait, je suis pas en train d'essayer d'amener la vérité sur ce principe-là. Le micro. Ouais, le micro, merci Pascal. Ce qui est dommage, c'est de s'en rendre compte à la fin du film quand même. Non, le but, c'est pas d'arriver à ça, c'est de commencer avec ça. Mais comment vous voulez faire évoluer les gens dans leur pensée si on ne les accompagne pas de leurs stéréotypes, de leur a priori, vers une réponse et une manière de contrarier ça? Déjà, je vous demande juste de regarder en vous le modèle sur lequel vous vous êtes bâti en tant qu'être. Chacun de nous s'est bâti là-dessus, sur le modèle de la survie, pour voir s'il n'y en a pas un autre qui existe. Et qui ne nous amène pas toujours à être sur des états limites de souffrance pour arriver finalement à trouver le message. C'est tout. On n'est pas arrivé à cet état de conscience. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites et je suis partisan de tout ce que vous dites. Mais en fait, le monde, il n'est pas prêt pour ce que vous dites. Bah, si vous commencez pas maintenant, prenez le risque. J'ai juste envie de vous dire, prenez le risque et laissez-vous inspirer peut-être par un autre modèle. Ça ne veut pas dire que le monde n'est pas prêt, mais le monde ne sera jamais prêt. C'est le moment ou jamais de changer. Parce que demain, ça sera trop tard. Et je suis désolée, mais alors on va devoir arrêter. Continuez plus tard. Quelle heure il est là en fait? Une minute. Il y a La pensée complexe d'Edgar Morin qui a écrit un beau livre sur le cinéma qui s'appelle Le cinéma ou l'homme imaginaire, qui a écrit L'homme et la mort, et il dit vivre de mort, mourir de vie. Et il y a une thèse qui s'appelle l'apoptose. Sachez que dans toutes nos cellules, en permanence, elles se détruisent. Nos cellules se détruisent en permanence pour se reconstruire. C'est pour ça qu'on change de cellules régulièrement. Penser la vie sans la destruction, c'est impensable. Alors, juste une chose. La destruction ne précède pas la création qui précède la destruction. La destruction est une œuvre aussi de la création. Et quant aux cellules, on pourrait dire la mort. La mort au lieu de dire la destruction. Les cellules ne se détruisent pas. Les cellules s'actualisent en transférant de l'information. Ce n'est pas de la destruction. Parce que s'il y avait une destruction, il faudrait rebâtir le modèle et il faudrait retrouver l'information. Alors que là, c'est un passage et que c'est un transfert d'information. Alors,
Je suis hyper en joie de voir que vous êtes autant impliqués dans cette conversation. Ça me fait vraiment plaisir. Ça donne du sens à ce storytelling. On poursuit donc la conversation pendant le déjeuner, si ça vous va. En tout cas, moi, ce que je retiens comme message essentiel, c'est qui tient le stylo, qui raconte l'histoire, et surtout qu'il y a autant d'individus qu'il y a de réalités. Et que, en fait, en tant qu'auteur, je me dis que j'ai envie d'inviter aussi le spectateur ou le téléspectateur à lui aussi participer à l'histoire en engendrant sa propre légende, en fait. C'est une invitation à engendrer, chacun à l'échelle individuelle, sa propre légende. On reprend les débats pendant le déjeuner. Merci pour tout. Bravo, merci à Pascal de Gaëlatis. Merci du fond du cœur.